un grand plaisir de vous retrouver en distanciel, hein, du coup, on n'est pas en hybride, cher public, pour cette dernière étape du grand circuit. Alors, on va parler aujourd'hui comment décarboner son patrimoine immobilier, réglementation, diagnostic et solutions. Voyez, on va vous donner une vision globale sur ce sujet. Petit chiffre clé avec beaucoup d'acronymes, 40 millions de tonnes équivalent CO2. Est-ce que vous savez ce que c'est, cher conférencier, ce chiffre, avant de vous présenter? Est-ce qu'il y en a un qui peut répondre? Je Sylvain, veux bien. ah, Nicolas. Vas-y, Sylvain. 40 millions de tonnes équivalent CO2, c'est le poids des émissions liées aux bâtiments résidentiels en France pour l'année 2023. Voilà, et ça fait du secteur résidentiel, en fait, le quatrième poste d'émissions de gaz à effet de serre en France, hein, juste derrière le transport, l'agriculture et l'industrie. Donc ça représente 16% des émissions. Ah ben Ah ben voilà, voilà. donc ça, c'est l'introduction. Allez, on va se présenter. Je vous laisse vous présenter peut-être. Tiens, je vais arrêter ce partage pour commencer. Vous faire un petit tour de table de présentation. Sylvain, allez, je vous laisse commencer puisque vous avez. Alors, Sylvain Artis, je suis responsable stratégie développement durable chez Vivre et Habiter en Normandie. Donc, je vais présenter rapidement Vivre et Habiter en Normandie, hein. Donc, c'est une société de coordination, Vivre et Habiter en Normandie, qui a été créée en avril 2021 et qui regroupe deux bailleurs sociaux normands, Quand la mer Habitat et Presqu'île Habitat. Donc les deux membres de la SAC sont ancrés sur les deux principales agglomérations du Calvados et de la Manche, en l'occurrence Caen et Cherbourg. Au global, Vivre et Habiter en Normandie gère un patrimoine d'environ 20 000 logements familiaux, mais aussi des résidences pour personnes âgées et des foyers. En termes de typologie, le patrimoine des deux membres est composé essentiellement de bâtiments collectifs, 93% à peu près, et 7% de logements individuels. Et puis, ce qu'on voit à l'écran, là, c'est la répartition des vecteurs énergétiques pour les deux membres de la SAC. Donc, je leur dis Quand la mer Habitat et Presqu'île Habitat. Il m'a paru important de faire ce petit focus parce que ce matin, on va parler de décarbonation et que on va s'apercevoir que chaque maître d'ouvrage, en fait, aura à se forger sa propre opinion et à construire sa propre stratégie en fonction des caractéristiques qui lui sont propres. On voit que sur Quand la mer Habitat, on a encore beaucoup de patrimoine qui utilise le gaz. C'est moins le cas pour Presqu'île Habitat, qui a déjà à peu près 65% de son patrimoine qui utilise un vecteur décarboné, donc réseau de chaleur ou électricité. Voilà, merci Sylvain pour cette première présentation. J'avais d'ailleurs presque une diapo pour vous avec toutes vos têtes, mais elle s'est pas affichée. Julien, alors peut-être pour continuer ce tour de table. Donc, Julien Balavoine, donc je suis le directeur développement d'ADX Group. Et ADX Group, c'est un bureau d'études spécifiquement dédié à l'existant. On a très très peu de sujets, voire quasiment jamais sur les travaux neufs. Nous, notre engagement, il est autour de l'amélioration du patrimoine existant, autour de trois valeurs fortes qui sont la sécurité, puisqu'on est une société qui est historiquement dédiée au repérage de polluants, l'éthique, puisque dans la manière de communiquer, dans la manière de conseiller, dans la manière d'accompagner, on a décidé que c'était un pilier essentiel dans la relation. Et l'environnement, et notamment le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner la décarbonation et optimiser la gestion du bâti. Très bien. Ensuite, Nicolas, pour finir. Bonjour à toutes et à tous, Nicolas Calbar. Moi, je suis le directeur RSE du groupe Hyperion, qui est lui-même en fait la holding d'ADX Group, donc qui rassemble donc l'ensemble des filiales du groupe. ADX est la plus importante et avec une double casquette, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une casquette RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, avec les aspects environnement, sociaux et sociétaux, mais aussi un aspect accompagnement et conseil sur les sujets carbone. Et j'ai envie de dire peut-être d'où ma présence aussi aujourd'hui ici. Voilà. Merci à tous les trois. Donc on avait dit, tiens, j'ai un SMS, cher public, d'une personne qui me dit, je suis sur place aux deux pianos. Vous savez, notre public a l'habitude
de faire nos conférences en hybride. Donc, il y en a un qui est sur place, mais c'est en webinaire, hein, cher public, donc il y a personne sur place aujourd'hui. Donc on avait dit peut-être Julien de commencer par quelques rappels. Je vais mettre les diapos, comme ça vous les aurez, et puis de manière à positionner le sujet. Donc, en rappel contextuel, il y a les accords de Paris qui nous mettent une cible en 2050 de neutralité carbone. Donc, c'est l'objectif principal qui est retenu par la France. Et comme le disait Sylvain tout à l'heure, le secteur résidentiel et tertiaire, donc le bâtiment au sens large, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre, dont les 2 tiers pour le logement. Donc ça représente tout de même 12% des émissions de gaz à effet de serre en France. D'où l'accélération des outils réglementaires et législatifs autour de la décarbonation et autour de l'amélioration de la performance. Si tu peux passer à la slide suivante, je vais rappeler un petit peu les acronymes qu'on croise de plus en plus aujourd'hui. Donc SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est elle qui définit la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre et donc qui fixe pour objectif la neutralité carbone à 2050. On va parler aujourd'hui de PSSED, c'est le plan simplifié de stratégie énergétique et décarbonation, donc qui va concerner les bailleurs sociaux. C'est l'ex-PSP décarbonation. Le PSP décarbonation, c'est un terme qui n'a pas duré très longtemps. Ça conditionnera l'octroi des aides à partir de 2025 pour l'accès à un plan de 1,2 milliard d'euros pour la période 2024-2026, avec un levier immédiat qui concerne tout le monde, qui est l'éradication des passoires énergétiques. Il y a le dispositif pour la partie tertiaire, éco-énergie tertiaire, avec des obligations de réduction des consommations de moins 40 à moins 60% sur 2030, 2040 et 2050. Et puis, on en a déjà parlé dans les précédentes webconférences, mais la loi climat et résilience qui a posé des jalons sur les interdictions de louer. Donc, avec les premières interdictions de louer qu'on concernait léger en énergie finale à plus de 450, donc ça s'est passé. Arrive au 1er janvier 2025 tout léger, 2028 les F, 2034 les E. Donc, toutes ces réglementations se rejoignent sur une même cible, c'est-à-dire que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, le premier gros travail va être de travailler sur le bâti qui a le plus besoin de travaux, les passoires énergétiques, aussi bien dans le logement que dans le monde du tertiaire, puisque pour atteindre ces objectifs de réduction, on va surtout s'atteler dans un premier temps à attaquer les sujets les plus évidents, qui sont ceux qui ont le besoin de plus de travaux à date. Voilà, merci pour cette tour d'horizon. La prochaine étape, Julien, l'importante là sur la partie location, c'est 1er janvier 2025, hein, c'est ça? Tout à fait, 1er janvier 2025, c'est une deuxième étape, hein, puisque il y avait déjà l'interdiction de louer les immeubles, enfin les logements en G à plus de 450 kWh par mètre carré par an en énergie finale. Là, c'est tout léger, donc dans 6 mois, un peu moins de 6 mois maintenant. Et 3 ans après les F, sachant que on ne peut pas dresser une carte trop représentative à bord de chaque parc. Chaque parc est indépendant, mais on voit bien qu'en national, c'est à peu près 15% des logements qui sont dans les G et les F, à quelques pourcentages près, puisqu'à chaque fois qu'il y a des recensements, on voit que ce pourcentage bouge, mais si on part sur une logique d'une quinzaine de pourcents, on est plutôt dans le bon volume. Et donc, on voit que si on y met les E sur les 10 prochaines années, puisque 2034, finalement, c'est dans un peu moins de 10 ans maintenant, 1er janvier 2034, on va impacter un gros tiers du parc de logements français sur les interdictions de louer et donc sur la nécessité de faire des travaux. Voilà, et puis Quand je montre finalement...
10 ans, c'est rien hein, quand on regarde à l'échelle des travaux, hein, le temps de se mettre en 10 ans, mouvement. Et c'est pas grand-chose. Et puis, on voit bien que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que là, on va parler bailleur, puisqu'on a Sylvain qui va nous parler un petit peu des spécificités d'un bailleur social. Mais on voit bien que dans le monde du tertiaire, le niveau d'accélération est le même et que tout propriétaire bailleur va avoir finalement les mêmes contraintes avec des leviers différents. Là, on va parler PSSED pour les bailleurs sociaux, mais il est évident que pour un propriétaire bailleur, il va avoir MaPrimeRénov qui va pouvoir l'accompagner financièrement dans son projet de travaux. Il y a tout un tas de dispositifs en fonction de chaque cas de figure pour accompagner tout l'écosystème. Et c'est bien tout l'écosystème du bâtiment au sens large qui est bien concerné par à peu près le même calendrier. voilà, De là, toute façon, avec 2050. on est descendu un peu dans le détail du logement. Alors, Nicolas, on continue. Peut-être pour rappeler les enjeux autour du carbone, là, je vois que vous avez mis quelques diapos pour rappeler les synthèses du GIEC hein, autour de ces sujets. Exactement. Exactement. Bah, l'idée, c'est de redonner un peu le contexte hein, et de revenir un peu, reprendre un peu une vision un peu plus large pour être capable de comprendre pourquoi on va sur ce sujet de la décarbonation de manière forte. Alors ça, c'est une slide, moi, que j'aime bien, qui est une synthèse du dernier rapport du GIEC. Le GIEC, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais donc c'est le groupement intergouvernemental sur les études du climat, qui a été créé en 1988 par l'ONU. Ce sont des scientifiques, en fait, qui font des rapports de synthèse tous les 5 à 7 ans sur l'évolution du climat de manière concrète, avec différents types de rapports, hein, le constat scientifique, les conséquences sur l'humanité et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ça. Et le dernier rapport date de 2021-2022 et en avril 2023, le GIEC a refait une synthèse de ces trois rapports avec ce slide qu'il faut comprendre de la manière suivante. En fait, vous avez à la fois sur la partie de gauche à droite, en fait, sur les années, vous avez donc l'évolution en fait des températures. Plus c'est bleu, plus c'est froid, plus c'est rouge, plus c'est chaud, avec la notion de canicule d'une certaine manière. Ça va jusqu'à 2100 qui sont liés aux accords de Paris, hein. Les accords de Paris, c'est ère pré-industrielle jusqu'à 2100 avec une évolution des températures idéalement bien en deçà de 2 degrés, idéalement 1,5 degré. Et vous avez en fait de very low à very high. En fait, c'est les 5 scénarios que le GIEC propose avec un scénario very low qui permettrait d'arriver à 1,5 degrés et very high qui est un peu business as usual en fait, qui Oui, dépasse les 5 degrés à 2100. very low, c'est-à-dire qu'on fait tous des efforts, on arrête de prendre l'avion, de manger de la viande Ouais, alors, et on rénove euh, tous les bâtiments. je, Et very je height, c'est on fait pas grand-chose, c'est ça? Voilà, c'est un peu. Alors, je veux pas caricaturer les choses parce que c'est une notion assez systémique du sujet, mais globalement, ça correspond en tout cas partiellement à ce que vous dites ou à ce que tu dis. Et puis Veria, ouais, c'est un peu grosso modo, on continue jusqu'à, enfin, comme ça, sachant que à 2050, on est sur le scénario Very High. Et grosso modo, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de se dire que les personnes nées en 1950 à 70 ans voient les températures qu'elles ont vécues. Les personnes de 1980 et qui auront 70 ans en 2050, on voit qu'en fait, il y a de plus en plus de jours de canicule. Et puis les personnes nées en 2020, voilà, en fait, l'évolution du climat selon, en tout cas, les scénarios. Donc, c'est assez impactant parce que ça montre, en fait, selon l'âge ou l'arrivée enfin, votre arrivée sur notre planète, à quel point vous allez être impacté par le dérèglement climatique. Voilà. Donc, ça, c'est un peu une première synthèse. Et ça, c'est une deuxième synthèse assez intéressante aussi, qui a été présentée la semaine AR6, dernière. il faut redire ce que c'est AR6 C'est pour le le public. 6e rapport du GIEC. C'est ça, Donc, c'est ouais. celui qui est sorti en 2021-2022. Hum. Et là, en fait, sur ce slide, vous avez une actualisation, en fait, entre ce que le GIEC avait prévu, d'une certaine manière, dans son rapport en 2021-2022, et puis où on en est aujourd'hui. Et je vais simplement citer peut-être un chiffre. Donc, vous avez une notion qui est très importante, enfin deux chiffres peut-être, il y a deux notions importantes. En fait, nos évolutions climatiques et le dérèglement climatique est lié en grande partie à ce qu'on appelle les émissions de CO2, enfin combien de CO2 on a dans l'atmosphère, c'est les ppm. Et en fait, ce que le GIEC avait prévu, c'était 410 ppm, je crois, dans son rapport. Et aujourd'hui, on est à plus de 420 ppm, donc c'est des choses qui ont augmenté de manière forte. Et le deuxième chiffre
qui est aussi important, qui est ce qu'on appelle le budget carbone. C'est-à-dire, grosso modo, l'idée de dire, pour arriver à 1,5 degré à 2100, il faut il nous reste, grosso modo, 500 gigatonnes de CO2 à émettre dans l'atmosphère. Et en fait, ils ont revu ce budget à 200 gigatonnes. C'est-à-dire qu'on a déjà, entre guillemets, dépensé plus de 300 gigatonnes dans l'espace de 2 ans, Oui, comparé aux 500 qui avaient été prévus par le GIEC. oui, alors ça a une notion, parce qu'on parle de décarbonation, hein, je parle sous votre contrôle, hein, Sylvain, Julien et Nicolas, c'est qu'effectivement, on parle de budget carbone, parce que quand on stocke du carbone dans l'atmosphère, ça met plusieurs centaines, plutôt lors de l'échelle du millier d'années, avant de commencer à diminuer de manière importante. Et donc c'est pour ça que bah, plus on en met, bah, il ne disparaît pas comme ça, et donc il faut attendre des centaines d'années, hein, c'est ça? Ouais, il y a peut-être deux notions à comprendre avec le CO2 ou le carbone de manière générale. C'est qu'il y a une inertie importante, c'est-à-dire que le CO2 qu'on met aujourd'hui dans l'atmosphère a de l'influence sur notre climat dans 20 à 30 ans. Et la deuxième notion, ce que tu dis, hein, globalement, c'est que grosso modo, par exemple, en 100 ans, par exemple, si on met du carbone aujourd'hui dans l'atmosphère, dans 100 ans, c'est encore 50% du carbone qu'on a mis dans l'atmosphère qui est encore dans l'atmosphère. Il faut plusieurs milliers d'années, en fait, pour qu'il disparaisse complètement. Ouais, donc c'est pour ça qu'il y a un budget carbone, et on sait qu'au-delà de ce budget carbone, eh ben, on tape dans les limites. Allez, pour Et continuer pour, sur pour des... Ouais, juste pour pardon, vas-y, précision Sylvain. aussi, on n'a pas parlé des puits de carbone aussi, parce que c'est quelque chose qui est important dans la Hmm. philosophie, c'est de se dire que bah, effectivement la neutralité, elle passe aussi par l'augmentation des puits de carbone. Donc c'est la capacité en fait des puits à absorber une partie de nos émissions, quoi. Et la stratégie nationale bas carbone, elle passe aussi, ou elle table sur un doublement des puits de carbone en fait à horizon 2050. Aujourd'hui, les émissions anthropiques à 50%, elles sont, enfin pour un quart, elles sont captées par les océans, pour un quart par les forêts. Mais en 2050, on a aussi cette notion-là d'augmentation de puits de carbone. Voilà, c'était juste une... Le puits de carbone, Sylvain, allez, tiens, je vous fais rebondir juste là-dessus, c'est aussi le bois qu'on peut mettre dans les constructions, hein, à la fois neuve en Exactement. rénovation, c'est-à-dire qu'on stocke du Exactement. carbone dans la construction, oui? Ouais, tout à fait. Alors, c'est aussi un des objectifs. Alors, on n'est pas là sur la dimension exploitation, mais sur la dimension construction. Et c'est un enjeu majeur pour tout maître d'ouvrage, hein, public ou privé, de se dire on va vers de plus en plus de construction bois Hmm. ou de matériaux biosourcés, pardon. Biosourcé, ouais. Plus globalement, donc ça peut être la fibre de bois, ça peut être le lin, le chanvre, la paille. Voilà, on peut tout imaginer, mais de toute façon, la réglementation environnementale, la RE 2020 nous y pousse. Hein, c'est pas inscrit dans le marbre, mais de toute façon, avec les seuils qui sont ceux de la réglementation, on est obligé de mettre en œuvre des matériaux biosourcés maintenant, et on le sera de plus en plus. Mais c'est un point très important et vous faites bien de le souligner. Ouais. Dans la RE 2020, juste pour rappeler Oui, pour notre public, c'est pour le neuf, Hmm. hein, c'est pour c'est les pour le constructions. neuf. C'est pour construction. Exactement. Allez, Et- sur cette petite diapo, alors, Ouais, Nicolas, alors. dernière petite diapo pour aussi replacer le contexte au niveau Europe, hein. Il faut savoir que l'Europe, en fait, se réchauffe beaucoup plus vite que le reste du monde. Et en fait, enfin, on est aujourd'hui, si on dit aujourd'hui qu'à 2023, à peu près, les températures depuis l'ère pré-industrielle ont augmenté d'1,2 degré à peu près, en moyenne, dans le monde. En Europe, on est à peu près à 2,5 degrés. Donc ça, c'est un élément. Et ce que je montre juste sur ce slide, en fait, c'est un rapport qui est sorti par l'Agence européenne de l'environnement, qui a sorti un rapport en début d'année sur ce ils ont appelé en fait le Climate Risk Assessment. C'est en fait ils ont fait une étude du risque climat sur l'Europe et des conséquences sur différents domaines, que ce soit économique, santé, nourriture, etc. Et je trouvais intéressant de montrer en fait l'aspect infrastructure. Et l'aspect infrastructure, en fait, que vous voyez, si tu peux passer le slide juste Ouais. après, rapidement, voilà. L'aspect infrastructure, ce que vous voyez en fait dans ce slide, c'est qu'ils ont étudié, grosso modo, par exemple, les risques sur les inondations, les submersions, etc., et les dommages sur les infrastructures. Et on voit en fait il y a trois notions de temps, grosso modo à aujourd'hui, 2050 et fin du siècle. Et plus c'est foncé, plus c'est urgent, et plus il est nécessaire en fait de prendre des actions, ou en tout cas plus le risque est élevé. Et juste un petit chiffre qui peut paraître complètement hallucinant, mais grosso modo, il prévoit que les coûts, notamment sur tout ce qui est inondation, etc., et submersion, pourraient être de 1 trillion d'ici la fin du siècle, selon bah, ce qu'on met en place avant, en fait, d'une certaine manière. C'est quoi un Voilà, trillion? c'est 1000 milliards 1000 milliards, ok. Donc par an, beaucoup, je beaucoup, précise. beaucoup d'argent. Voilà. Euh,
Alors, on a une dernière diapo là sur la Ouais. CSRD. Donc, ça, c'est une obligation. Effectivement, je crois que toutes les entreprises vont y être soumises en dessous d'un certain volume d'activité, hein, c'est ça? C'est un seuil. En fait, la CSRD est une de conséquences. En fait, le pacte vert, hein, dont C'est quoi on la va pas. CSRD? Il faut décrire peut-être La CSRD, en fait, c'est une réglementation européenne. Hmm. On parlait avant des rapports extra-financiers ou des DPEF pour les entreprises. Et en fait, l'Europe s'est mise, entre guillemets, en ordre pour que toutes les entreprises dépassant un certain seuil, c'est-à-dire toutes les entreprises, pardon, notamment qui seront soumises à cette CSRD en 2026, c'est-à-dire les entreprises qui dépassent les 250 personnes, 50 millions de chiffre d'affaires et 25 millions de bilan, s'il y a deux de ces trois critères, elles seront soumises à ce rapport de durabilité basé sur la réglementation CSRD. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on va aborder à la fois, il y aura une notion en fait de double matérialité, ce qui est très nouveau en fait et vraiment très novateur. C'est-à-dire qu'on va simplement regarder les opportunités et les risques liés aux évolutions climat notamment, entre autres, hein, il y aura d'autres éléments. Mais aussi, on regardera, basé sur les risques qu'on considérera pour son entreprise et les opportunités, quelles seront les conséquences financières. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments assez nouveaux dans la CSRD. Et le deuxième aspect, c'est qu'il y a un certain nombre de normes auxquelles les entreprises devront répondre si elles sont concernées. Donc, voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais si elles sont concernées, donc des normes environnement, sociales et notamment de gouvernance. Et la particularité, c'est que toutes les entreprises européennes dépassant ces seuils, en fait, vont être soumises à ces normes-là. Et voilà, et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau qui vont amener en fait une vision un peu plus systémique en fait des affaires et notamment de partir sur des stratégies, des prospectives. C'est-à-dire que le DPEF et les rapports de durabilité jusqu'à présent, pardon, les rapports extra-financiers, il y avait un effet rétroviseur, c'est-à-dire on regardait ce qu'on avait fait ou ce qui s'était passé. Là, on va vraiment se dire où j'en suis aujourd'hui et comment je veux aborder ces sujets-là pour mon entreprise à l'avenir. Et ce qui est vraiment très nouveau dans la manière de percevoir ces thématiques-là, qui vont avoir des conséquences pour l'Europe, mais aussi sans doute pour d'autres pays qui vont faire en fait du business en Europe. Voilà, on voit, cher public qui nous écoutez, vous êtes nombreux. 80 là, en ce moment, vous pouvez être soumis en fonction de votre volume d'activité, hein. C'est ça, Nicolas, à cette, Exactement. à cette réglementation. Donc, en tenir compte. Allez, on rentre dans la partie décarbonation du bâtiment. On avait dit peut-être, on va avoir deux étapes, hein, cher public, sur cette présentation. Une partie où on va continuer à vous présenter quelques éléments un peu théoriques, stratégiques, et puis on va venir sur des retours d'expérience aussi, hein, pour vous montrer ce que vous avez pu faire, Sylvain, sur votre patrimoine. Sylvain, Julien a commencé à en parler de PSP décarbonation. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel sur les enjeux autour de ce sujet? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, d'abord, avant de parler de plan simplifié ou de SED, donc plan simplifié de stratégie énergétique et décarbonation, je pense qu'il faut repréciser ce qu'est un PSP très, très rapidement, hein. Donc, le plan stratégique de patrimoine, c'est un document de référence chez un bailleur social de sa politique patrimoniale. Alors, il faut savoir qu'il répond à une exigence réglementaire qui a été introduite dans le Code de la construction et de l'habitation en 2009. Et il comprend trois grands volets traditionnellement. Le premier volet, c'est le diagnostic patrimonial, qui est fait sur plusieurs critères. On a ensuite la définition des orientations patrimoniales de l'organisme à 10 ans. Donc la vision doit être globale, mais elle descend à la maille du bâtiment. Et puis, on a un volet spécifique qui définit la politique de développement de l'organisme. Donc ça permet de développer la base en fait d'un PSP. Et pour être très clair, jusqu'en 2016, on va dire, la dimension carbone était assez peu intégrée en France dans les réflexions, hein, très clairement. Ce qui a changé la donne, ça a été l'arrivée d'un label E+C- pour la construction neuve, où là, en 2016, on a vraiment intégré la dimension carbone dans les projets de construction. Donc ça a été vraiment pour moi le point de C'est déclenchement. quoi E plus, c'est moins là? Parce que aussi encore, c'est presque des acronymes, mais pour expliquer ce Et, que c'est. énergie positive, en fait, ça voulait dire énergie positive, pour faire simple, et carbone moins. Donc, c'est Ouais. des bâtiments qui sont très performants avec un faible impact environnemental. D'accord? Et en fait, c'est un label qui a été lancé par l'État français en 2016
pour préfigurer, c'était une sorte de laboratoire pour préfigurer la RE 2020. Donc c'était un terrain expérimental pour savoir quelles étaient les orientations qui devaient être retenues dans la future, enfin la réglementation RE 2020 aujourd'hui qui fait foi en France pour toutes les constructions neuves. Et avant ce label-là, tout PSP éludait complètement la partie carbone et on s'intéressait principalement à la partie énergie et performance énergétique. D'accord. Aujourd'hui, en fait, on veut plus se limiter à l'énergie seulement. Avec le nouveau DPE, en fait, et le système de double seuil, la prise en compte de l'étiquette climat, elle est incontournable. Donc voilà, à moi, à titre personnel, je me félicite effectivement que la partie carbone vienne sur le devant de la scène. Aujourd'hui, Julien l'a dit, de toute façon, un bailleur social qui souhaite bénéficier de subventions de la part de l'État pour des rénovations énergétiques ou faire des changements de vecteur énergétique. Donc, un changement de vecteur énergétique, c'est pour un patrimoine donné, un bâtiment donné, on va changer l'énergie qui permet de produire le chauffage, par exemple, sans spécifiquement toucher à l'enveloppe du bâti. Donc, c'est Ah ce ben qu'on je peux appelle venir sur cette diapo là. un vecteur. Alors, peut-être après, juste pour terminer, vous Ouais. pouvez la laisser, mais après, c'est vrai que sur la slide précédente, on voyait quand même les différents points Ah, du je PSE. reviens là. Hmm. Voilà. Et donc, obligé de toute façon, en tant que bailleur social, de construire ce P2SED pour la fin d'année de 2024 et on devra le fournir, le transmettre au service de l'État pour le premier trimestre 2025. Ce plan stratégique décarbonation, hein, je fais un raccourci un peu rapide, c'est un outil en fait qui va nous permettre de développer une vision stratégique du parc immobilier et qui vise à respecter les objectifs de la loi climat et résilience. Là aussi, Julien en a parlé tout à l'heure, avec l'éradication des passoires thermiques, donc EFG, avec une deadline en 2034 et des échéances plus proches pour les F et G. On doit ensuite, c'est le deuxième point sur la slide, on doit avoir une vision claire sur la décarbonation des sources d'énergie. Donc, suppression des chaudières fuel, nous on est assez peu concernés chez Vivre et Habiter en Normandie, mais il faut aussi pouvoir connaître les gisements de logements chauffés collectivement ou pas, mais qui sont raccordables à des réseaux de chaleur. Nous, par exemple, sur Caen, on sait qu'on a aujourd'hui 4000 logements qui sont chauffés au gaz, qui demain pourrait basculer vers un réseau de chaleur vertueux, chauffé avec du bois. Voilà. Et puis, le dernier point aussi, Nicolas en a parlé, c'est qu'on doit avoir ou amorcer une stratégie d'adaptation aux fortes chaleurs. Ça fait partie climatique. Et ça, l'État nous demande dès aujourd'hui de prendre en compte une stratégie d'adaptation au moins sur ce segment-là, sur les fortes chaleurs. Alors, trouver un outil qui permet de simuler effectivement des canicules et d'avoir un indicateur fiable, donc là, on parle de l'indicateur degré-heure, ça n'est pas forcément évident, mais l'Union sociale pour l'habitat travaille actuellement avec le CEREMA pour développer un outil qui nous permettrait d'avancer sur ce secteur-là, quoi. Oui, l'Union sociale d'habitat, c'est la fédération des bailleurs sociaux, on peut dire, pour Ouais, résumer. voilà, c'est ça, Ouais, exactement. ouais. Allez, cette diapo, alors, effectivement, là, ce que montre cette diapo, si je la comprends bien, mais vous allez la commenter, c'est dire, on peut être sobre au niveau énergétique, mais pas sobre au niveau carbone, hein, c'est un peu ça. C'est ça, en fait, parce que alors, je le disais en préambule lors de la présentation, chaque maître d'ouvrage va se faire sa propre philosophie par rapport à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en exploitation. Je l'ai déjà précisé, mais c'est vrai que jusqu'à il y a peu de temps, les PSP étaient vraiment focalisés sur la partie énergie. Aujourd'hui, on se doit de prendre à la fois l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est ce qu'on voit sur ce schéma-là, enfin, ce petit tableau-là en bas à droite. Donc, on a sur la partie supérieure, je l'ai précisé, la performance énergie en kilowattheure par mètre carré. Et sur la partie gauche, les étiquettes liées à la performance des gaz à effet de serre, avec les étiquettes qui vont de A à G. Et quand on fait cette petite matrice, on peut découper en fait la matrice en quatre grandes zones. Une première zone, on va dire, verte, où là, on est déjà en étiquette C au plus sur l'énergie et sur le climat. Donc là, on se dit de toute façon qu'on est déjà compatible avec les objectifs 2050
ou proche de l'être, d'accord? Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la neutralité en 2050, elle vise ou elle suppose une diminution drastique de nos émissions. Et pour y arriver, il y a deux leviers majeurs qui peuvent être actionnés indépendamment ou conjointement. Le premier, c'est la diminution des consommations énergétiques à travers la rénovation des logements, hein, des bâtiments, l'efficacité des systèmes et puis la sobriété des usages. Donc le volet comportemental dans les bâtiments. Donc ça, c'est le premier point, la rénovation énergétique, pour faire simple. Et le deuxième point, c'est l'évolution du mix énergétique pour tendre vers des énergies qui soient décarbonées. D'accord? Donc ça donne, ce sont les deux gros leviers, la réhabilitation et la décarbonation des vecteurs énergétiques. Donc on a vu que la première zone verte, c'était la zone vers laquelle on devait tendre. Donc là, clairement, quand on analyse les DPE qui sont faits sur un patrimoine et qu'on est déjà dans cette zone-là, on peut se dire, voilà, on répond aux objectifs de la SNBC et on n'a pas forcément d'intervention à faire. Après, on a une deuxième zone qui est la zone bleue en bas à gauche, qui en fait là constitue une performance énergétique, je veux dire satisfaisante, puisqu'on est entre A et C au niveau de l'énergie. Par contre, on a une performance gaz à effet de serre et une étiquette climat qui est plutôt faible ou améliorable. Donc là, on peut se dire, vu que la performance énergétique est plutôt correcte, on va s'orienter vers un changement de vecteur. Une zone orange en haut à droite, où on a une faible performance énergétique, mais des performances carbone qui sont plutôt correctes, et ce qui veut dire, voire bonnes, ce qui veut dire que là, on est déjà sur un vecteur énergétique décarboné, donc ça peut être un réseau de chaleur vertueux ou de l'électricité, puisque l'électricité est quand même faiblement émettrice de gaz à effet de serre en France. Et là, on va s'orienter plutôt vers une réhabilitation thermique, une rénovation énergétique de l'enveloppe. Et puis le dernier segment de la matrice, ce qu'on voit en bas à droite, où là, on est... j'allais dire, enfin, on peut améliorer les deux parties, la partie énergie et la partie gaz à effet de serre. Et là, il va falloir travailler à la fois sur l'enveloppe, améliorer l'isolation, travailler sur les menuiseries et tout le reste, sur les systèmes éventuellement, et surtout décarboner l'énergie. Donc ça, en fait, ce sont les gros angles d'attaque quand on cherche à établir une stratégie. Voilà, on a cette matrice. Juste, je veux permettre à Julien ou Nicolas de réagir, mais là, on est sur, parce que c'est vous les spécialistes, on a cette matrice, mais elle ne vaut pas que pour le résidentiel, cette matrice. Pour le tertiaire, on est un peu dans les mêmes enjeux. Oui, oui, tout à fait. Et c'est l'approche qu'on doit avoir quand on conseille nos clients suite au constat. C'est-à-dire que euh, regarder avec pragmatisme le point de départ. Et le pragmatisme, c'est bien résumé dans le schéma. C'est-à-dire qu'on ne va pas engager des travaux pour engager des travaux. Il faut tendre sur les objectifs qui sont fixés. Et donc, l'objectif de changement de vecteur n'a de sens que si effectivement on a déjà une bonne performance du bâti de base. Et c'est important de le rappeler parce que dans le discours, malheureusement, on entend beaucoup trop souvent la rénovation énergétique se résumer à un changement de vecteur. Pour le dire vulgairement, on enlève tout, on met une PAC et on a fait le job. C'est malheureusement trop fréquemment dit et c'est pas vrai. Donc, faut bien regarder avec pragmatisme les travaux nécessaires. Dans le tertiaire, c'est d'autant plus vrai que la partie comportementale est excessivement lourde de conséquences dans les consommations. C'est-à-dire qu'un bâtiment tertiaire en soi, c'est le décret tertiaire, lui, ne juge que la réalité des factures annuelles. C'est-à-dire qu'on regarde la consommation annuelle et elle doit baisser. Et quand on est sur un grand magasin ou quand on est sur un immeuble de bureau, le poids du comportemental est excessivement important. Donc, ça ne va pas se résumer qu'à une stratégie de travaux, mais il va y avoir aussi l'accompagnement des exploitants pour changer les manières de faire. Voilà, donc en Changer les fonction des... manières de faire, c'est très large. Hein. C'est des fois re-questionner son activité. Ouais. Quand vous êtes une grande surface alimentaire avec un tiers de votre surface qui est en rayon froid, pour travailler intelligemment le sujet, c'est repenser aussi son activité parfois. Donc, c'est extrêmement lourd de conséquences pour tous les secteurs d'activité et pour un bailleur a fortiori, puisque
la bonne réhabilitation énergétique ne peut s'accompagner que d'un accompagnement pédagogique. On en parle de temps en temps avec Sylvain, mais on peut faire les plus beaux travaux du monde. Si le comportement du locataire ne suit pas les travaux qui ont été exécutés, on n'aura aucun bénéfice aux travaux réalisés. Ouais. Donc, ce que vous dites, c'est le comportement. Là, on va continuer hein, pour avancer sur les diapos. Ce que vous dites, c'est que le comportement dans le tertiaire est plus marquant hein, a plus d'impact que dans le résidentiel, mais pas que. Hein. J'imagine, Sylvain, aussi, le comportement des locataires dans vos parcs de bâtiments a aussi un impact sur à la fois l'énergie qui va être consommée. Ouais, et donc sur les émissions. C'est tout à fait. Non, non, mais c'est vrai. Le parallèle est évident, c'est-à-dire que qu'on soit en réhabilitation ou en construction neuve, on ne peut pas se satisfaire, je dirais, de jauger la performance environnementale d'un bâtiment sur la simple base des DPE. Et c'est ce que j'ai précisé sur la slide ici, c'est que quand on construit une trajectoire de décarbonation, on pourrait se dire on va suivre l'évolution de tous les DPE de notre parc, et ça amène à des performances sur le papier. Par contre, ce qui me semble indispensable, c'est aussi de suivre, pardon, les évolutions réelles des consommations énergétiques et des émissions associées sur le patrimoine. Donc, il existe différentes façons de procéder pour avoir un suivi réel de ces consommations énergétiques, hein. Mais effectivement, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des différences assez sensibles entre une consommation réelle et la consommation annoncée par un DPE, ou sur un projet neuf, entre le CEP, la consommation d'énergie primaire annoncée, et puis ce qu'on va constater dans les faits, parce qu'il y a une mauvaise utilisation, une mauvaise appropriation pardon, du logement par l'occupant. Donc ça, c'est un réel levier de manœuvre, le fait de communiquer avec ces locataires ou les occupants pour diminuer les émissions, quoi, hein. Le gisement, on peut l'estimer, alors je parle en mon nom propre, mais pour moi, il doit être pas loin des 7%, quoi. Après, Mm. on a tous en tête le ratio, je pense, un degré de plus, c'est 7% de surconsommation dans un logement, donc ça donne l'ordre d'idée, mais sur toute l'utilisation en énergie spécifique du matériel électroménager, par exemple, enfin, télévision, machine à laver ou autre, il y a aussi des marges de manœuvre à aller chercher, quoi. Et voilà. Et Euh, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Sylvain, nous, chez ADX, par exemple, pour l'ensemble des conducteurs, on a mis en place des stages d'éco-conduite, puisque la responsabilité du conducteur dans sa manière de consommer est excessivement impactante par du rapport à la conducteur performance du véhicule, du d'un conducteur de véhicule, voiture. par Hein. exemple. Ouais, ouais. Voilà. Et dans le logement, c'est pareil. C'est-à-dire que pour un bien donné, la manière de l'utiliser, la manière de vivre dans le logement va être excessivement impactant sur les consommations. Et finalement, c'est un petit peu parfois ce qui manque dans l'accompagnement. C'est-à-dire que quand vous mettez un certain type de VMC, quand vous mettez un certain type de vecteur énergétique, quand vous avez des bâtiments passifs, vous ne vivez pas de la même manière dans le logement que quand vous êtes sur un logement qui n'est pas du tout isolé. Et donc, tout ça, ça s'accompagne et c'est aussi un gisement de performance et donc de moins consommation. Et qui dit moins consommation, dit moins carbonation aussi en comptage annuel. Sylvain, sur la dernière diapo, là, vous aviez encore des choses à dire sur ce Non, qu'on alors ça vient de dire? c'était juste mais on en a parlé, donc c'était plus dans les trajectoires de décarbonation. Je pense qu'il faut pas non plus se focaliser sur uniquement la partie exploitation. On a parlé de DPE, consommation Mm. d'énergie réelle, mais on peut s'intéresser aussi quand on construit au poids des constructions et mettre en œuvre plus de matériaux biosourcés, le bois, la paille, et tenir des indicateurs sur ce terrain-là, parce qu'en tant que maître d'ouvrage, je pense qu'on a une responsabilité collective par rapport à ça. Oui, mais justement, vous faites le passage pour moi, pour Nicolas. Nicolas, vous avez construit un nouveau siège social chez Ouais. ADX Group Hyperion, et donc effectivement, vous êtes appliqué
on le comprend, à Ouais, vous-même ce que vous proposez à vos clients et vous avez fait une étude où vous avez comparé la rénovation, ce que vous avez produit hein, par rapport à une construction neuve et voir ce que vous avez gagné. Et c'est ce que vous allez nous présenter. Hein. Mais il n'y a pas que, exactement. il y a pas que le carbone. Hein. Il faut avoir une vision un peu globale du sujet. Hein. Bah, en fait, Je l'idée, partage ouais, pour. ouais, l'idée globalement, en fait, donc oui, oui, on a un nouveau siège social. Enfin, il y en a un qui a été, il y a une partie, on a repris un bâtiment qui était en ancien centre commercial, un Terrena, grosso modo, donc une sorte de boîte de conserve qu'on a réhabilité pour en faire un bureau. Et le deuxième, une construction neuve. Et en fait, moi, depuis que je suis rentré dans le groupe, notre président a une conviction, c'est que il est essentiel de travailler sur la rénovation. Et c'est un des impacts carbone les plus, entre guillemets, vertueux, selon la manière dont on le fait, hein, ce que disait aussi Sylvain dans sa présentation. Et le combiner aussi avec l'aspect énergétique, c'est-à-dire que c'est pas suffisant en fait de regarder l'aspect énergétique, mais l'aspect carbone dans la manière dont on fait les choses est absolument déterminant et ça peut être un avantage, notamment sur l'idée de dire bah, il faut que je démolisse et je reconstruise pour être capable d'être performant au niveau énergétique. Et donc, il y a eu deux choses qui ont fonctionné en parallèle en fait ces dernières années. D'une part, en fait, notre propre expérience avec la construction de nos nouveaux bureaux. Donc, la première partie que vous voyez à gauche, qui est la partie rénovation, qui a été livrée en début d'année. La deuxième partie sera livrée en fin 2025. Permet de voir en fait que grosso modo, alors les chiffres, c'est une chose, mais grosso modo, on a une réduction forte en fait entre l'aspect, si vous prenez au mètre carré, par exemple, qui est le chiffre du milieu, on est sur la rénovation à 160 kilos CO2 équivalent au mètre carré pour la rénovation et on est à 395 avec la construction du neuf. Sachant qu'on est en dessous, grosso modo, des moyennes de l'immobilier durable, qui sont à peu près à 190 kg CO2 pour le pays. Et peut-être qu'on peut passer à la slide suivante pour voir un peu le sujet. Mais en fait, ce qu'on a fait quand enfin, on a fait une ACV, Sylvain a parlé de l'analyse de cycle de vie dans son document précédent. C'est-à-dire qu'on a étudié en fait l'ensemble de cycle de vie du bâtiment. Donc en général, quand on étudie un bâtiment, c'est sur 50 ans. Et puis à la fois bah, l'aspect construction, mais aussi l'aspect utilisation. Et Oui, qui est nous, parce que Nicolas, effectivement, dans un bâtiment, 75% du coût, c'est l'exploitation, hein, c'est pas que la construction. Donc, il faut étudier le cycle de vie global avec l'exploitation du exactement. bâtiment sur plusieurs années. Hein. Ouais, exactement. Et puis d'autant plus que, enfin, nous, nos bureaux, on est un peu, enfin, on n'est pas dans une ville où on est à Château-Gontier, donc il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Donc, notamment, l'impact dans l'exploitation chez nous, c'est bien sûr les déplacements domicile-travail. Donc voilà. Donc en fait, en tout cas, l'idée, c'était vraiment de réussir à construire, même si dans la construction du neuf, on a travaillé par exemple avec du béton bas carbone, etc. Mais on a donc travaillé à essayer de limiter en fait l'impact carbone du bâtiment du fait de l'utilisation des matériaux, notamment biosourcés. Mais voilà, c'est vraiment une comparaison qui nous paraît super intéressante de regarder. Parce que c'est aujourd'hui aussi, cette notion de rénovation est absolument déterminante dans l'impact carbone de ce qu'on fait. Et on est capable aujourd'hui de réduire en fait l'impact carbone d'une rénovation de manière forte, selon la manière dont on l'a fait, et d'avoir une performance énergétique intéressante. Et on est plus souvent dans un réflexe, alors je ne veux pas généraliser, mais on peut être dans un réflexe de se dire, bah, pour arriver à la performance énergétique, il faut que je réussisse à démolir, à reconstruire en neuf. Mais en fait, il y a vraiment l'impact de la démolition de la reconstruction au niveau carbone, en fait, est très forte, d'où l'intérêt d'aller de plus en plus vers la rénovation. Et c'est illustré aussi, on peut le voir dans le slide suivant, c'est illustré aussi par, on est membre, nous, depuis 2 ans maintenant, de l'Institut français pour la performance du bâtiment, donc l'IFPEB. Et l'IFPEB a fait aussi, on est dans le hub bas carbone et on a travaillé avec un groupe de travail où il y a eu des études comparatives, en fait, sur différents sites pour dire, voilà, si, imaginons ce site A, si je devais le rénover, combien ça me coûterait au niveau carbone, enfin matériaux, etc., etc., et carbone, et pour performance énergétique A. Et si je devais le démolir et le reconstruire, combien ça me coûterait au niveau carbone pour arriver à cette performance énergétique? Et en fait, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que de manière générale, bon, on voit que le PAC, hein, enfin, comme toujours, joue un rôle vraiment important. Et les lots techniques, c'est donc 50-70% d'économie. Mais grosso modo, pardon, enfin, le pack énergétique, c'est 10 à 40% d'économie, mais les lots techniques de 50 à 70%. Et ce qu'on revoit, en fait, qui ressort de cette étude,
c'est que d'une part, en travaillant notamment aussi avec la notion de PEMD, donc de réutilisation et de réemploi d'un certain nombre de matériaux, on peut économiser jusqu'à 15% en fait d'émissions de CO2 dans sa reconstruction et rénovation. Bien sûr, l'aspect énergétique est important. Et puis, le travail avec le biosourcé est vraiment essentiel, ou en tout cas permet en tout cas aussi d'améliorer cette performance carbone, j'ai envie de dire, sur la rénovation. Et l'autre aspect, PEMD, là, on a cité encore un acronyme, hein. ouais, pardon, alors On vous PEMD, en assomme, on fait, vous assomme avec les acronymes, ouais, chers c'est publics. grosso modo, c'est l'ancien diagnostic d'échec qui était fait Ouais, avant ouais. dans le cadre du bâtiment quand vous détruisiez un bâtiment, voilà, ou rénoviez un bâtiment, voilà. Et grosso modo, depuis la loi AGEC, qui est la loi donc d'économie circulaire et anti-gaspillage, qui est sortie en 2022, vous avez eu la volonté en fait d'aller de plus en plus vers l'économie circulaire, donc vers le réemploi aussi dans la construction. Donc il y a des filières qui se montent depuis petit à petit, hein, et une évolution par rapport à ça. Et l'idée, c'est que grosso modo, quand vous rénovez un bâtiment, vous regardez ce que vous pouvez réutiliser et et réemployer, et ça vous permet en fait de faire des économies parce que vous n'allez pas remettre quelque chose de neuf. Ça, c'est un impact sur le carbone de combien, le chiffre, vous avez 15%. dit 15%. Donc, 15%, effectivement, jusqu'à 15%. c'est loin d'être neutre. Alors, la Ouais. dernière diapo, là, sur... Ouais, alors c'est simplement une idée. Alors, et je vais faire très vite aussi, il y a un élément qui est assez important. On a toujours peur un peu du coût et du surcoût sur la rénovation et le biosourcé. Et en fait, grosso modo, pour arriver à une performance énergétique vraiment intéressante, le surcoût correspond à 5% à peu près. Alors, ce qui peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il faut savoir que toutes ces données sont en open source, hein, sur le site de l'IFPEB. Et voilà. Et grosso modo, ce que dit l'IFPEB au final, c'est grosso modo le premier aspect qu'il faut regarder, ce que dit aussi Sylvain, c'est que quand vous avez un bâtiment et que vous voulez le rénover, enfin, la première question à se poser, c'est est-ce que je peux sortir du fossile ou est-ce que je ne peux pas sortir du fossile? C'est-à-dire que la sortie du fossile et des énergies fossiles est l'élément en fait déterminant de la performance carbone par la suite de la rénovation ou pas. le surcoût, 5%, là, Sylvain, disons, du biosourcé, vous avez un avis là-dessus? Non, alors, enfin, Nicolas l'a dit, c'est quand même compliqué d'établir des généralités parce que c'est vraiment très variable en fonction des projets, alors que ce soit sur le neuf ou sur sur la réhabilitation, hein. Moi, la certitude que j'ai, enfin, par expérience, c'est que ce qui coûte cher, c'est de lancer un projet et d'infléchir le projet, pardon, en cours de route. C'est-à-dire partir sur une structure béton et puis on se dit en cours de conception, ouais, on aurait peut-être dû partir sur du bois et essayer de partir là sur du bois. Là, il y a un réel surcoût. Par contre, dès lors qu'on intègre la dimension biosourcée, performance environnementale dans la base du projet, le surcoût, il est là, mais il n'est pas insurmontable. Ouais. Voilà. Après, les coûts parlés en valeur relative, je pense vraiment que c'est très variable en fonction des projets. Puis il y a aussi un contexte économique voilà, qui peut être un peu compliqué parfois. Mais avec de l'intelligence, on arrive à limiter, quand je dis intelligence, c'est au niveau de l'équipe de conception, hein, maîtrise d'œuvre, on arrive à limiter ces surcoûts. Et tant qu'on parle de surcoût, enfin, je voulais rebondir sur deux choses. Là, on a parlé du réemploi. Il faut savoir, vous posiez la question, Xavier, de savoir quelle était l'économie liée aux matériaux réemployés. Aujourd'hui, dans les constructions neuves, les matériaux réemployés, ils sont valorisés à zéro, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun poids carbone. Donc, il faut quand même le souligner, c'est que une poutre en bois qui serait réutilisée dans un bâtiment neuf, elle n'est pas comptabilisée, ou une menuiserie. Alors, enfin bon, l'exemple est un peu réutiliser dans le neuf des menuiseries, ça peut être compliqué, mais le poids associé aux matériaux réutilisés, aux équipements réutilisés, est considéré comme nul. Donc ça, c'est le premier point. Et sur la partie aussi performance énergétique et changement de vecteur, parce que Nicolas, on a parlé tout à l'heure, ce sur quoi on est très attentif, nous, en tant que bailleur social, et je pense que tout maître d'ouvrage devrait l'être, c'est la partie charge globale au niveau des équipements. C'est-à-dire que, exemple tout bête, une chaufferie collective gaz, avec une chaudière qui arriverait en fin de vie, on peut se dire, on va remplacer cette chaudière et on va jouer sur la performance carbone et on va aller vers de l'hybridation. C'est-à-dire qu'on va associer une pompe à chaleur collective à une chaudière gaz collective de plus faible puissance. Il faut avoir en tête que sur le papier, ça marche très bien. On va avoir une réduction des émissions de gaz à effet de serre, une réduction des consommations d'énergie finale, mais ce qu'il faut intégrer,
c'est le coût d'entretien de ces installations-là, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises, parce qu'une pompe à chaleur collective peut coûter plus cher à exploiter qu'une chaudière collective gaz. Donc, quand on parle de changement de vecteur énergétique, et j'attire l'attention de l'auditoire sur ce point-là, il faut quand même aussi appréhender la dimension charge et coût global d'exploitation. Ça, c'est un point. Ouais. Il faut avoir, il faut avoir une vision globale du sujet. Allez, venons alors directement, cher public, je vois vous lever souvent la main. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Posez vos questions dans le chat, on y répond en fin de conférence. On arrive sur l'exemple de votre patrimoine, hein. Voilà, je vous présente les diapos, mais c'est pas que votre patrimoine, c'est un groupe de bâtiments qui s'appelle la Grâce de Dieu sur Un lequel quartier vous de la avez fait grâce de Dieu à Caen, voilà, tout à vous avez fait. fait Alors, un projet, hein. oui, alors c'est notre patrimoine exclusivement, hein, d'accord? Ouais. Et en fait, là, c'est un quartier de Caen, effectivement, qui a été construit en 1962 et qui est composé de 10 bâtiments. Ça représente 650 logements pour une surface habitable totale d'environ 43 000 m². Alors on voit, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais j'avais mis des petites flèches sur chacun des bâtiments. Et puis surtout, on a le périmètre avec les points, les pointillés jaunes. Donc là, en fait, entre 2016 et 2023, ce quartier a été réhabilité complètement. L'idée, c'était d'avoir des réhabilitations qui soient ambitieuses, c'est-à-dire qu'on a été chercher sur tous ces bâtiments-là des niveaux de rénovation BBC, donc bâtiments basse consommation en rénovation. Ça correspond sur la partie énergie à une étiquette B aujourd'hui. Ce quartier-là, historiquement, il était raccordé à un réseau gaz. Et en 2016, donc tous les bâtiments étaient chauffés collectivement, raccordés à un réseau, je leur dis, au gaz. Et en 2016 a été mis en service une chaufferie bois qu'on voit sur la partie droite de la slide, hein, qui est située près du quartier. Et 2016 a constitué le point de bascule. Voilà. Et Euh, oui. Allez-y, pardon, je vous ai coupé. Et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir faire un retour d'expérience sur quels ont été les impacts sur la rénovation énergétique et puis sur le volet carbone, puisqu'on a eu à la fois la partie économie d'énergie, puisqu'on a les travaux ont porté principalement sur l'isolation des bâtiments, donc mise en place d'isolation extérieure, l'amélioration de la ventilation, on a travaillé sur les menuiseries, et puis sur le remplacement des portes palières, donc un package assez complet. Et voilà, bon, on peut passer sur les résultats. On va pas Juste avant d'aller sur les résultats, là, il y a des petites flèches rouges, orange, vert pour donner cette grille de lecture. Ça veut dire quoi? Alors, en fait, en vert, c'est les bâtiments qui ont été réhabilités. En rouge, c'est un qui a été démoli dans le cadre de la restructuration du quartier. Et en orange, celui qui est tout en haut, c'est celui qu'on appelle le bâtiment Langevin et qui est en cours de réflexion pour une réhabilitation lourde. Donc, en fait, aujourd'hui, à l'échelle du quartier, il nous reste un seul bâtiment à réhabiliter. Alors, si on passe sur les résultats, Alors, je ne vais pas commenter le graphique. Ce qui est intéressant, je pense, enfin, le graphique, si vous voulez, ça donne l'évolution de la consommation d'énergie en fonction des années, entre 2017 et 2022. Ce qu'on a représenté en bleu, la courbe bleue, bah, c'est l'évolution des DJU, les degrés jours unifiés. Ça permet de qualifier la rigueur climatique, puisque quand on veut comparer des consommations énergétiques d'une année sur l'autre, il faut toujours ramener ça à la rigueur climatique, parce qu'on comprend bien que s'il a fait plus doux, on consommera moins, on ne peut pas s'affranchir de cette correction-là. Et en fait, les calculs qu'on a fait, c'est de voir quelles étaient les consommations énergétiques avant et après travaux. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, à l'échelle des 9 bâtiments et après correction par la rigueur climatique, la consommation de chauffage a baissé de 40% entre 2017 et 2022, donc à l'échelle de tous les bâtiments et que les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 70% parce qu'on a joué à la fois sur la partie bâti, enveloppe des bâtiments, et puis sur la partie énergétique, vecteur énergétique, pardon, c'est-à-dire qu'on est passé d'une chaufferie gaz à une chaufferie bois. cette chaufferie,
en termes de mix énergétique, qu'est-ce qu'elle a finalement? Donc, il n'y a que du bois, il n'y a pas que du bois, hein, Il y a du bois et aussi du gaz. Ouais, du mais c'est gaz. vrai, Hein. voilà. Et aujourd'hui, on a un facteur d'émission qui est à peu près à 109 grammes par kilowattheure de CO2 contre 224, 227. Là, Julien, je parle sous ton contrôle pour le gaz naturel, mais c'est l'ordre de grandeur. 224 ou 227 grammes pour le gaz. Là, on est à moitié moins parce qu'il y a effectivement une partie du réseau de chaleur qui utilise du gaz. On avait une cogénération qui va s'arrêter, donc là aussi, le facteur d'émission de ce réseau de chaleur va avoir tendance à baisser. Donc, c'est une boucle d'amélioration continue. On l'a dit dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, donc, tous les secteurs d'activité ont des impositions et les producteurs d'énergie, donc les exploitants de réseaux de chauffage, ont aussi un devoir et une responsabilité sur la baisse de leurs émissions, quoi. Donc, faire évoluer leur mix énergétique au niveau des réseaux. Allez, je vous pose une question, mais je sais, ça sera peut-être une colle. Hein, je ne sais pas si vous avez la réponse. Sur le bois, est-ce qu'on connaît l'origine du bois? Est-ce qu'on calcule le coût au carbone qui est associé en disant la coupe du bois, le transport du bois, la transformation du bois? Bon, parce que j'imagine il y a tout un travail à opérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait répondre là-dessus ou pas? Alors, moi, je ne sais pas, parce que je ne sais pas sur le bois en particulier. En général, quand on parle d'un impact carbone d'un matériau, en fait, on va prendre son cycle de vie. Pour moi, de manière générale, j'imagine que pour le bois, c'est quelque chose de similaire. Donc, c'est forcément impacté aussi par de là où il vient. Juste pour prendre l'exemple d'une voiture, hein, quand on fait un bilan carbone et qu'on utilise, en fait, on prend les véhicules, le véhicule a un impact carbone et on prend son cycle de vie dans l'impact carbone. Donc, pour moi, le bois, c'est quelque chose de similaire. Ouais. Là, c'était Et en c'est bois en termes. vraiment une supposition et Ok. sans être sûr de ce que je réponds. Bon, à Alors moi, contrôler peut-être, Sylvain, oui. il y a aussi un point, c'est qu'aujourd'hui, toutes les données carbone sont issues d'une base qu'on appelle la base INIES, qui donne toutes les FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Donc, c'est un site qui est en accès libre, hein, la Mm. base INIES. Et on peut trouver effectivement des fiches pour le bois, mais ce sont des fiches standards qui prennent des hypothèses standards sur, comme vous le disiez, sur le transport, sur la transformation, et qui vont donner sur l'analyse de cycle de vie sur 50 ans, bah, le poids carbone du bois. Alors après, c'est parfois compliqué de pouvoir attester de la provenance d'un matériau. Il existe aussi des configurateurs de fiches pour quand on veut faire un calcul plus fin. Il y a un configurateur qui s'appelle DE Bois, par exemple, et qui permet d'avoir des fiches un peu plus fines. Après, pour répondre à la question sur les facteurs d'émission, du bois ou des réseaux de chaleur, c'est quelque chose. Les facteurs d'émission sur les réseaux de chaleur bois, par exemple, même s'ils sont mix gaz-bois, ils sont encadrés par un arrêté qui est régulièrement mis à jour, quoi. Alors, c'est la fréquence annuelle ou tous les 2 ans, mais je crois que c'est tous les ans. On a des facteurs d'émission liés à chaque réseau de chaleur. Et juste Euh, une petite chose peut-être, excusez-moi pour compléter ce que disait Sylvain sur la base Ignace. En fait, les fiches, il y a des fournisseurs aujourd'hui qui vont mettre leurs propres fiches, leur propre analyse de cycle de vie, ce qui permet d'avoir, selon la fiche ou le produit, en fait, des choses moins standards et plus précises selon ce que le fournisseur sera capable de faire comme travail. Julien, Et, commentaire? ouais, je trouve hyper important de retenir cette notion de cycle de vie. On voit dans nos accompagnements, notamment quand on fait des préconisations de travaux dans les audits énergétiques, quand on parle de biosourcé et qu'on peut calculer un surcoût potentiel sur le biosourcé, tout dépend de quoi on parle. Si on parle à l'instant T, mon coût d'achat pour les travaux, ou si on raisonne cycle de vie, et donc la durée de vie du matériau avec une performance telle qu'elle est censée être, les arbitrages sont plus du tout les mêmes, et ça, faut bien garder en tête que quand on engage une opération de rénovation, ces choix, en prenant en compte le cycle de vie, sont des choix plus éclairés que de regarder la simple dépense au moment d'engager les travaux. Et je parle sous le contrôle de Sylvain pour le coup, quand on est en biosourcé, notamment la laine de bois, mais pas que, on est sur une durée de vie avec un niveau de performance qui est beaucoup plus élevé que quand on est sur des laines minérales, par exemple. Et donc, du coup, si on raisonne prix d'achat au moment des travaux, ou si on raisonne cycle de vie, la réflexion n'est pas tout à fait la même. Et là, il y a une notion de stratégie à avoir effectivement dans les arbitrages de travaux. Alors moi, je souscris à 200% ce que tu viens de dire sur la partie, surtout dans les réhabilitations, la partie ACV. Aujourd'hui, on n'a pas
de levier réglementaire. C'est-à-dire que quand on fait une réhabilitation, on n'a pas encore d'imposition de faire une ACV. Et je pense que le réel déclencheur, il pourra être là, pour prendre conscience de l'impact de l'utilisation des matériaux biosourcés. Eh ben, il faudrait rendre obligatoire ces ACV, quoi. Mais ça a un coût. Euh, et voilà, aujourd'hui, c'est une démarche volontaire. Donc, un maître d'ouvrage qui est volontaire et qui veut se prêter à l'exercice, c'est souvent éclairant de se dire, effectivement, il y a peut-être un surcoût, mais on va économiser tant de tonnes de CO2, quoi. Oui, Mais, Je vais grossir le trait juste pour l'éclairer, hein, mais et pardonnez-moi si c'est pas précis et c'est juste pour grossir le trait. Mais si je compare une laine minérale classique avec une laine de bois, la laine de bois va coûter 50% de plus à l'achat, mais va durer 2 fois plus longtemps. Et donc, on voit bien que tout dépend de la posture que l'on prend au moment d'engager les travaux. Justement, donc ça veut dire, Julien, qu'il faut être bien vigilant sur l'audit qu'on peut faire en amont de son travaux et de ses chantiers. Je vais partager une diapo parce que on a fait une petite diapo aussi pour vous éclairer, hein, cher public, sur tout ce que vous devez, ce à quoi vous devez penser pour réaliser votre rénovation, votre décarbonation correctement. Ouais, alors là, j'ai pris le cas un peu standard du cheminement dans le temps qu'on a avec un certain nombre de clients. Mais généralement, le point de départ de la réflexion, aujourd'hui, ça reste quand même le DPE, qui est le point de constat du poids du parc à date en termes de consommation moyenne et de performance moyenne. Et le DPE est un outil de comparaison, hein. Je le répète très régulièrement. Le DPE, c'est pas un outil qui vous dit pour tel logement, la performance, elle est exactement celle-là. Elle permet par moyenne et avec des données d'entrée stables de comparer deux logements entre eux. Et c'est bien de ne pas le perdre de vue, ça, que c'est un outil avant toute comparaison, le DPE. Donc, généralement, le point d'entrée, c'est le DPE. De plus en plus de clients aujourd'hui ont ou sont en train de faire un bilan carbone. Ce bilan carbone, c'est l'agrégation finalement de toutes les données de l'entreprise qui permettent de mesurer le poids carbone à date. Et derrière, une fois qu'on a fait ce bilan carbone, on va arriver sur une étape où on va projeter les travaux d'amélioration. On va projeter finalement la baisse du poids carbone. Si on parle d'un bailleur, par exemple, quand on parle de PSP décarbonation, on voit bien que ça passe majoritairement par des travaux de rénovation. Donc là, on va passer par de l'audit énergétique pour scénariser finalement des hypothèses. Et on en revient sur tous les échanges qu'on a eus pendant une heure. Il n'y a pas de scénario idéal. C'est pour ça qu'il y a une grosse part d'échange entre finalement le donneur d'ordre et l'auditeur. C'est-à-dire que on peut phaser différents scénarios, on peut faire différents arbitrages. Ce qui est certain, c'est que le bon scénario de l'audit, c'est celui qui correspond à la stratégie aujourd'hui du client. Et ça, c'est hyper central. C'est pour ça qu'il y a une grosse brique conseil aujourd'hui pour une société comme la nôtre. C'est sortie de l'audit, cette brique conseil, elle est essentielle. C'est-à-dire que on a scénarisé et là, on va commencer à échanger pour voir comment ça va se positionner sur la stratégie. Si Oui, on parce qu'il y a, raisonne à il y a- il y a une, l'échelle il y a une itération qui est faite, hein, c'est ça. Ce schéma-là, il vous amène à changer le comportement, l'activité, le fonctionnement, et donc du coup, ça amène le client à réfléchir, et donc là, vous itérez, ainsi de suite, hein. Oui, et puis moi, de ce que je vois, parce que je suis amené à travailler avec bon nombre de bailleurs, c'est que même au sein d'un parc donné, on va pas avoir forcément la même stratégie par opération parce qu'il y a tout un tas de facteurs, enfin, notamment pour un bailleur social, qui vont rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on a parlé de beaucoup de rénovation énergétique, mais il y a des notions d'accessibilité, il y a des notions de stratégie locale aussi qui viennent s'empiler. Et donc tout ça fait que il n'y a pas de scénario standard où on va se dire pour tous les immeubles, je vais faire ces travaux-là. Donc il y a une grosse part d'échanges et de conseils. Et derrière, et c'est un gros rappel parce que j'ai vu une question dans ce sens-là, il est évident qu'une fois qu'on a défini les travaux qui seront nécessaires, pour tout bâtiment d'avant 97, il faut faire le repérage amiante avant travaux. Il y a le repérage plomb avant travaux. Il y a tout un tas de polluants aujourd'hui qu'il est nécessaire de maîtriser dans le risque.
risque d'exposition des salariés, mais aussi parce que bien souvent, les rénovations se passent en milieu occupé, exposition des occupants. On ne peut pas parler de décarbonation sans parler du PEMD et de s'offrir les possibilités de réemploi. Alors, on est au balbutiement des filières, mais il est évident qu'il n'y a pas de filière qui va s'organiser si on ne recense pas déjà les gisants. On peut s'appuyer, et Et ça, puis, il y a des process industriels aussi à mettre en œuvre, là aussi, pour le PEMD. On est au début de cette histoire, hein. il est évident que pour qu'il y ait un électrochoc sur les filières, il faut que sur la plateforme CSTB, il y ait une agrégation de données. Ça ne veut pas dire que les données agrégées vont être exploitées à date de manière ultra efficiente. Mais si demain on voit qu'il y a des gisements partout, sur tous les territoires, il va y avoir un phénomène d'accélération. Et puis il y a tout un tas de freins aujourd'hui qu'on se met au réemploi. Sylvain l'a dit, sur une opération neuve, réemployer des menuiseries, quand bien même elles seraient pas, quand bien même elles pourraient être performantes, ou en tout cas pas déconnantes en termes de performance. C'est un vœu pieux dans le sens où faut trouver le bon poseur qui va garantir la pose d'un ouvrage existant qu'il n'a pas acheté. Faut trouver l'assureur qui accepte de dire oui aujourd'hui. Enfin, on voit que ça va maturer, mais ce qui est certain, c'est que la première étape, elle est essentielle. Faut recenser pour déjà identifier les gisements et que il y ait des retours d'expérience qui se mettent en place. Il y a aussi toute la partie numérisation. Pourquoi je parle de numérisation sur une opération de rénovation? C'est que, alors, il y a toujours des contre-exemples, mais on est faiblement doté dans nos études de plans. On a très peu, finalement, de relevés fiables de l'état existant. Et c'est vrai que de plus en plus, on va pousser nos clients à faire un relevé numérique du bâti, qui va avoir déjà pour gros intérêt de bien fiabiliser la donnée d'entrée, et puis surtout s'offrir l'opportunité dans un avenir plus ou moins proche de passer au BIM. Alors on a déjà fait des web conférences sur le sujet, je ne vais pas revenir dessus, mais dans une logique d'exploitation, de maintenance, de traçabilité, on voit bien que y a un produit qui doit maturer, et le BIM, le BIM peut être une pierre angulaire de ce suivi dans le temps. Mais encore une fois, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est un petit rappel. On parle de Et juste, je fais un petit aparté là, parce qu'on vous en parlez, hein, Julien. On parle ouais. de jumeaux numériques, hein, parce qu'on a fait une conférence la semaine dernière sur ce sujet. Est-ce que Sylvain, sur votre parc de bâtiments que vous avez rénové, vous avez fait un jumeau numérique, vous avez numérisé les bâtiments ou pas? Pas à ma connaissance, pas Ouais, encore. Donc ça fait ça, partie effectivement des marges d'amélioration. ouais. Alors, juste pour préciser, Sylvain, parce que pour le coup, c'est un autre service chez toi, mais il y a tout un travail de numérisation et d'agrégation des bases de données de tout l'Office Quand la mer Habitat, qui est le préalable finalement. Je ne sais pas s'il y aura des jumeaux numériques demain. Ce qui est certain, c'est que la première étape, c'est d'avoir au bon endroit toute la donnée du bâti. Oui. Et ça, quel que soit le bailleur, c'est toujours le nerf de la guerre. C'est comment sur un patrimoine donné, je retrouve de manière simple toutes les données techniques et toute l'historisation. Oui, parce que en dehors Euh, du plan, on peut imaginer qu'il faut avoir toute sa structure de base de données qui soit correcte de manière à accéder à ces rapports c'est facilement, ça. l'amiante Et et d'autres, le, hein. le BIM, c'est juste un bon outil de classement pour retrouver facilement les informations. Et je vais peut-être arrêter là sur le BIM parce que c'était pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on voit bien d'ailleurs pour fiabiliser nos DPE, pour fiabiliser les audits, pour fiabiliser les études, plus on a de données sur l'état existant et plus on va être fin finalement dans la modélisation. Et donc, modélisation de la performance, hein, j'entends. Et c'est bien de se le rappeler, c'est-à-dire que si on a une bonne gestion documentaire, on sait alimenter les bureaux d'études avec les bonnes informations, et moins on a d'hypothèses par défaut, et plus on est fin. Juste pour Euh, continuer sur mes ouais. polluants quand même, parce que c'est un gros rappel, la grande majorité des clients aujourd'hui pensent au repérage. Juste un gros rappel aussi, il y a toute la partie contrôle, c'est-à-dire que les mesures libératoires, la métrologie de chantier, tout ça, c'est ce qui va permettre quand même de s'assurer que le chantier, au regard de la présence d'amiante, utilise des modes opératoires qui sont fiables et vérifiés.
Et le vérifier, c'est la métrologie de chantier. Et ça, je tiens vraiment à le rappeler parce qu'on ne peut pas parler de travaux sans parler de la présence de polluants. Et la sélection des entreprises pour vérifier que la compétence est bien là dans la gestion des polluants et qu'on ne va pas mettre en risque les occupants, il faut vraiment penser à ces sujets de mesure sur chantier. Et puis, in fine, à la fin de la chaîne, une fois qu'on a fait les travaux, ben, on refait le DPE parce que la donnée d'entrée a changé. Et surtout, on met à jour le bilan carbone. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le bilan carbone va être un outil de mesure pour l'octroi de financement, pour l'octroi de prêts de la part de différents organismes. Un établissement, quel qu'il soit bailleur, que ce soit ADX Group, que ce soit n'importe quelle entité, qui n'aurait pas une stratégie carbone assumée et transparente, pourra pas à terme être considéré comme un acteur, un acteur pérenne. Et je pense que cette stratégie, il faut au moins qu'elle soit posée et transparente. Ça ne veut pas dire que toutes les stratégies seront bonnes, ça ne veut pas dire qu'on fera tous les bons choix, mais en tout cas, on ne peut pas en faire. On peut pas ne pas en faire. Voilà. On ne peut pas ne pas avoir de stratégie aujourd'hui. Est-ce que Julien, avec un client, comme vous le disiez, le point de départ, c'est au-delà de l'audit, hein, de rentrer dans les calculs, c'est de répertorier tous les documents qu'a le client de manière à en faire une base de données structurée pour pouvoir travailler correctement? Alors malheureusement, ça, dans un monde idéal, j'aimerais le faire pour lui, sauf que bien souvent, mes clients ne savent pas non plus où sont les documents en question. Donc, mais c'est la première question qu'on pose. Et quand on a échangé au changement de réglementation de DPE il y a déjà 3 ans, bientôt, 1er juillet 2021, donc c'est bientôt les 3 ans du DPE, on avait mis une grosse alerte là-dessus sur la nécessité de collecter le maximum de données. Mais c'est toujours la même nécessité. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a des DPE qui ont été faits, euh, on a une relation particulière au logement, tout autant qu'on est. Et moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je le vois régulièrement chez bon nombre de clients, quel que soit le profil. Quand vous achetez une voiture d'occasion, vous avez toutes les factures. Il ne vous manque pas une facture de remplacement de n'importe quelle pièce. Tout le monde pense à garder les factures sur l'entretien de son véhicule. Et quand on demande les factures d'entretien ou de travaux sur un bâtiment, sur un logement, quel que soit le profil, hein, que ce soit du tertiaire, du bailleur, du particulier, euh, c'est pas rangé, ou on n'a pas, et c'est marrant cette relation au bâti, qui est pourtant bien plus chère en valeur financière. Et je ne vais pas introduire le carnet numérique du logement, le carnet d'information du logement, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'il y a une vraie nécessité de regrouper les informations si on veut les fiabiliser. Il y a une question là il y avait une question de Cyrielle, puisque vous avez parlé amiante, là, Julien, au passage, hein, il n'y avait pas que l'amiante, mais ça fait partie des sujets. Sur le quartier que vous avez présenté, il y avait de l'amiante. Vous avez fait bien sûr un repérage. Le micro est ouvert. Pardon, oui, Ouais. ça y est, j'ouvre le micro. Alors, sur la partie opérationnelle, je ne pourrais pas forcément évoquer le projet, mais nécessairement, enfin, comme le disait Julien, tous les diagnostics ont été réalisés. Après, sur la partie opérationnelle, je n'ai pas suivi l'opération qui a commencé en 2016, donc je ne pourrais pas. Mais Ouais. c'est une gestion assez conventionnelle, entre guillemets, d'un projet de réhabilitation. Oui, parce que Alors, pour le coût, travailler sur ouais. la partie études côté quand la mer habitat, moi, j'ai pas fait les repérages là-bas, mais ils ont effectivement été faits, les repérages amiante et plomb avant travaux. Mm. Ça devait être en 2015-2016 de mémoire, c'était bien avant les engagements de Réa. Et derrière, toutes les consultations aujourd'hui prennent en compte le risque amiante, en tout cas chez quand la mer habitat et C'est Presqu'île évident. Habitat. Mm. Euh, Nicolas, il faut ouvrir le micro, hein. Là, on voit, on en parlait tout à l'heure, c'est que il y a le réglementaire et puis il y a aussi, c'est ce que disait Julien, hein, c'est la vision que peut avoir un client, c'est-à-dire aller au-delà des fois du réglementaire parce que je vais me positionner Mm. sur plusieurs années. Est-ce que c'est un constat que vous faites, vous, qu'il y a des clients qui sont de plus en plus sensibilisés et qui ne se contentent pas que du réglementaire? Ouais, alors j'ai envie alors on a eu plein de chiffres aujourd'hui, mais j'ai envie quand même d'en rajouter deux de plus pour donner encore une vision un peu plus complète, parce que le carbone est essentiel, on a vu un peu pourquoi, l'énergétique aussi. Il y a deux autres chiffres que je trouve super intéressants, c'est premièrement 16% en fait des déchets
en France sont générés par le domaine du bâtiment. Donc globalement, l'idée de recycler entre guillemets une partie, ce serait absolument top, ou d'en réemployer une partie. Et ça montre aussi l'impact du bâtiment, outre par rapport à l'aspect carbone et l'aspect énergétique. Et le deuxième chiffre, c'est que 50% en fait des matériaux qui sont retirés de la croûte terrestre tous les ans sont liés à la construction. Donc tout ça en fait pose le besoin en fait aussi de réfléchir de manière peut-être un peu différente, ou en tout cas de faire un pas de côté sur quelque chose de linéaire sur la manière dont on fonctionnait. Voilà, je rénove ou je démolis, je reconstruis, pour tenir compte en fait de tous ces éléments-là. Donc ça, c'est un des éléments. Et le deuxième élément, ce qu'on voit, alors c'est de plus en plus, alors l'évolution réglementaire, c'est une chose, mais en fait, la volonté de comprendre et d'avoir une vue un peu plus systémique en déployant ce qu'on appelle des stratégies climat. C'est-à-dire que globalement, en posant bien sûr le sujet carbone, mais aussi en posant l'aspect risque par rapport à l'évolution du dérèglement climatique et l'impact éventuel sur le patrimoine. Et notamment aussi quelque chose qui arrive de plus en plus, je ne sais pas ce qu'en pense Sylvain, mais c'est l'aspect biodiversité, qui est aussi un des aspects nouveaux dans le bâtiment, hein. On a des niveaux d'exigence, j'ai envie de dire, qui commencent à arriver de manière de plus en plus forte. Le carbone est quelque chose de quantifiable et de relativement facilement quantifiable. La biodiversité, c'est plus compliqué, mais ça fait partie des éléments sur lesquels on doit de plus en plus en fait montrer l'impact qu'on a, ce qu'on fait pour régénérer la biodiversité. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il y a des évolutions aussi complémentaires des deux aspects, enfin, ou complémentaires, ou des visions encore un peu plus systémiques de l'impact que le bâtiment peut avoir, et d'où l'intérêt de travailler sur ce que moi j'appelle des stratégies climat qui sont assez globales. Oui, sur la biodiversité, il y a des choses, bon, Sylvain, qui existent. Là, je parle d'un dispositif qui existe à Paris, hein, c'est CoProAsis, c'est-à-dire c'est créer, verdir les centres de ces îlots de manière à créer de la biodiversité. Est-ce que vous travaillez là-dessus, Ouais, Sylvain? c'est quelque chose qu'il faudra intégrer. Donc nous, de toute façon, c'est vrai que là, on est au début, on est en train d'établir notre stratégie climat. Donc voilà, on a fait le bilan carbone. On travaille, on s'est engagé sur le pacte bois biosourcé pour mettre en Normandie, pour mettre en place et en œuvre plus de matériaux biosourcés dans nos. Alors, c'est quoi ça, le pacte bois biosourcé? Le pacte bois biosourcé, en fait, c'est, on va dire, un engagement que prend un maître d'ouvrage, hein, voilà, sur une durée de 4 ans, et qui lui permet de s'engager sur le fait qu'il va mettre en œuvre des matériaux biosourcés dans un certain pourcentage de la surface livrée dans ses constructions neuves à 4 ans. Donc nous, on a pris un engagement en bronze, ça veut dire que 10% de nos surfaces livrées en moyenne sur 4 ans intégreront un certain niveau, 36 kg par mètre carré de matériaux biosourcés. Et donc, c'est une déclaration d'intention et c'est des objectifs qu'on se fixe. Donc, c'est une démarche volontaire, hein, mais qui montre notre réelle volonté d'aller vers des matériaux qui soient moins impactants pour l'environnement, quoi. Donc ça, c'est une première étape. Après, la biodiversité, comme le disait Nicolas, c'est un sujet qui est intégré. Mais voilà, il faut avancer pas à pas. C'est clair que la végétalisation des toitures, par exemple, ou des murs, ça fait partie des qui sont possibles. On a aussi la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui va nous pousser de toute façon à aller vers une préservation de la biodiversité et à limiter la pression sur la biodiversité. Donc tout ça, ce sont des combats très nobles qu'il faut intégrer dans les stratégies. Mais pour l'instant, nous, on est au début de la démarche, quoi. Julien, quand un client... Ah, le micro est fermé, Julien. Oui, je vais juste ajouter par rapport à ce que disait Sylvain que sur les projets de résidentialisation, voilà, j'y arrive, systématiquement maintenant, on est dans une logique de débétonisation, de suppression des enrobés au sol, de replantation. Euh, Tu parlais tout à l'heure du RIT, qui est l'outil de calcul de confort d'été. C'est ça qui va sortir avec le CRMA et l'USH. Dans le confort d'été, il y a les masques qu'on peut mettre. Un masque, c'est quelque chose qui va apporter de l'ombre. Donc, planter des arbres à proximité des immeubles pour rafraîchir les façades. Tout ça, c'est dans les travaux de rénovation. Aujourd'hui, on est obligé de l'intégrer. Ça se modélise pas toujours bien, on ne sait pas forcément bien le calculer, mais intuitivement, on voit bien qu'il faut le faire et donc on le prévoit aujourd'hui systématiquement.
Julien, je voulais vous poser la question. C'est un client va faire son plan de stratégie de patrimoine décarboné. Il faut qu'il vienne vers vous. À quel moment? Combien de temps ça va prendre? C'est quoi la grosseur de ce chantier finalement? Mais en fait, à toute étape, c'est-à-dire que j'imagine que la grande majorité des profils bailleurs aujourd'hui ont stabilisé leurs données d'entrée sur les DPE. Depuis 2021, je pense qu'il y a eu pas mal d'agrégation de données. Alors, pas forcément tous, mais il y a ce sujet-là. Et puis après, c'est vraiment sur la partie retraitement pour voir quels arbitrages on peut faire. Donc, c'est sur la partie conseil. Et nous, on intervient facilement une fois que les DPE sont réalisés. Entre le moment où on va analyser la donnée avec notre client et le moment où on va faire des audits, cette étape, elle est super importante. C'est de donner un cadre aux audits. Faire des audits pour faire des audits, euh, ça peut être déceptif pour un client. Nous, on n'est jamais aussi bon auditeur que si on sait pourquoi et dans quel objectif on va faire l'audit. Parce qu'on va scénariser des choses intelligentes et puis surtout, on va tenir compte des objectifs de notre client. Et les Il- objectifs, encore une fois, ce que disait Sylvain, d'un client à l'autre, la stratégie va être différente. Et même au sein d'une même entreprise, d'un même bailleur, on peut avoir des stratégies différenciées. Et donc, cette partie conseil après le constat, elle est essentielle. Ça prend combien de temps? Il faut compter combien de temps à peu près de travail? Alors, je sais pas, c'est toujours des questions difficiles, hein, vous allez me dire, ça dépend. Je sais pas si Julien, Nicolas, là, vous avez Mais un peu des retours alors, je pense d'expérience. que Ça se compte en mois, ça se compte en années quand même. C'est en quelques mois. ouais, ça se compte en semaines et en mois, mais ça dépend, et ça, Nicolas saura le dire mieux que moi sur la partie bilan carbone. Moi, je vais parler vraiment de la partie accompagnement sur la stratégie. Ça dépend du degré de maturité que l'on retrouve aussi dans l'entreprise. S'il y a eu des axes de réflexion amont et qu'il y a des grandes lignes qui sont dessinées, ou si c'est pas encore le cas, le point de départ va tout changer, quoi. Oui, donc ça, Mais ça veut dire que Nicolas saura peut-être plus le dire que moi, il y est plus confronté que moi finalement. Nicolas va nous Non, répondre, mais bah, ça veut sur dire un que bilan carbone, ouais. pardon, excuse-moi, vas-y. Non, ça veut dire que ça dépend de la maturité de l'entreprise et la volonté de l'entreprise d'aller sur le sujet. Alors moi, le niveau de maturité, c'est plus être capable d'aller chercher la donnée. Enfin, dans le Mm. bilan carbone, c'est l'un des points essentiels. Non, mais globalement, un bilan carbone, ça peut se faire assez vite, entre guillemets, en 3 mois, vous pouvez avoir votre bilan carbone. L'aspect volontaire, moi, je suis pas inquiet à partir du moment où une entreprise décide de faire son bilan carbone, globalement, la volonté est là. Et après, j'ai envie de Bilan dire, si vous voulez, carbone, pas que sur le bâtiment. Là, on parle de manière globale, hein. ouais, On de regarde l'entreprise globale, ouais. sur toute Après, l'activité. Ouais. Les ACV, c'est toujours pareil, c'est où on en est, est-ce qu'on fait sur de l'existant, sur du nouveau, etc. Enfin, voilà, Mm. donc ça Mm. pose, c'est difficile à répondre. Par contre, juste pour donner un exemple concret, on a un bailleur social ouais, qui a sollicité, en fait, qui a fait un appel d'offres, hein, concrètement, sur une stratégie climat. Donc, c'est à la fois le constat, l'analyse du bilan carbone, l'analyse risque par rapport à l'évolution du climat. C'est aussi la stratégie de décarbonation. Et globalement, c'est tout ça, et après, en intégrant pas mal d'éléments là-dedans, notamment tout ce qui est CAPEX, OPEX, etc., en fait, on est sur une durée de 10 mois. Voilà, juste Ouais. pour donner un ordre d'idée. Voilà, donc ça donne une échelle à peu près pour notre public. Vous êtes nombreux, mais vous posez pas trop de questions. Non, par contre, je vais répondre à la question sur Et le Léa, caractère voilà. obligatoire de l'audit énergétique. L'audit énergétique, il n'y a pas de cadre réglementaire en fait, hein. C'est un outil. C'est-à-dire que, comme le montrait Sylvain, une fois que les grandes tendances sont posées, ça va être un outil qui va permettre de rentrer plus dans le détail et de calculer un niveau d'investissement financier, un niveau d'atterrissage, mais il y a pas de caractère obligatoire à l'audit. Encore une fois, l'audit comme le DPE, l'intérêt de les faire, c'est pas que le cadre obligatoire, c'est aussi de se donner un peu de visibilité sur un parc. C'est-à-dire que le DPE, on peut le voir comme quelque chose d'obligatoire pour la mise en location, par exemple si on est bailleur, mais c'est aussi un outil précieux d'un point de vue patrimonial. Je sais que Sylvain a passé quelques heures à étudier les DPE sur les différents parcs sur lesquels il a travaillé, et ce sont des outils. Donc l'audit énergétique, il n'a pas de caractère obligatoire pour faire un PSP. Par contre, quand on va tracer les grandes lignes, et ça Sylvain va le confirmer ou non,
Ça peut être un outil sur certains sujets représentatifs pour venir confirmer des hypothèses. Sylvain? Ouais, complètement. Complètement. C'est vrai que l'audit énergétique, c'est un bon outil, effectivement, pour se projeter sur différents scénarios de travaux et puis l'évolution que ça peut avoir sur les émissions de gaz à effet de serre. Après, je pense qu'il faut être, quand on fait aussi un audit énergétique en tant que maître d'ouvrage, euh, il faut être impliqué dans l'audit énergétique. Donc, c'est aussi travailler avec l'AMO, en fait, pour savoir quels sont les bouquets à envisager. Pour travailler intelligemment, je leur disais, mais c'est ce que disait aussi Julien, avoir des scénarios qui soient plausibles et techniquement réalisables. Mais aujourd'hui, l'audit énergétique, ouais, c'est quelque chose qui est quasi indispensable de toute façon, hein. Voilà, on arrive au terme de notre conférence, hein, il reste quelques minutes. Si vous avez une petite remarque à faire, je crois qu'on a tout présenté, hein, Julien. Si vous avez peut-être une petite remarque à faire, on peut peut-être encore la faire rapidement. Tiens, bah, il y avait une petite diapo là, je peux la montrer. Euh, je vous la partage. Euh, voilà, vous avez cette diapo de conclusion, euh, Julien. Oui, tout à fait. On aime bien les citations dans l'entreprise. Et ça résume bien finalement le pourquoi. Tu m'enlèves la diapo, t'es pas très sympa. Ah, pardon, je la remets. T'es Mais, censé le mais, ça- connaître par cœur pour moi. Je croyais qu'elle était intégrée là, oui. Voilà. mais qui résume parfaitement le pourquoi on échange sur tous ces sujets-là. C'est on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Et effectivement, toutes ces orientations qu'on prend, c'est évidemment pour les générations à suivre et non pas pour chercher à se donner bonne conscience. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la stratégie d'entreprise. Si on doit retenir le message d'aujourd'hui, c'est que on n'est pas dans une web conférence où on vous dit vous avez un cadre réglementaire et il faut cocher les petites cases. Le message qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un gros intérêt stratégique à la pérennité de nos activités, à se poser la question de la décarbonation, par quel bout on va la prendre, par quel axe de réflexion et avec quels acteurs je vais m'associer à ça. Je me permets juste, Oui, excuse-moi, de compléter quelque chose que ce que dit Julien. Nous, il y a quelque chose qu'on aime beaucoup dans l'entreprise aussi pour permettre à chacun et à chacune de bien comprendre les enjeux dans lesquels on est. C'est un atelier qui s'appelle la fresque du climat. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Xavier, mais c'est un Bien atelier. sûr. C'est Shift Project, c'est une association qui s'appelle Shift Non, Project qui a c'est mis deux ça en choses place. différentes. Ouais, Le Shift Project, c'est Monsieur Jean Covici ouais. qui va faire des études. Ah ouais, ok. Voilà, tu vois, ils ont sorti notamment le plan de transition de l'économie française en 2022 de mémoire. Donc ça, c'est plus des ingés qui vont travailler sur des solutions liées à l'évolution énergétique notamment, sur différents aspects. Et l'association de la fresque du climat, hein, c'est un outil qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Cédric Riegenbach. Et ça fait aujourd'hui, c'est 1,7 million personnes qui ont fait l'atelier dans le monde. Et nous, on le fait, chaque personne qui rentre dans l'entreprise fait cet atelier-là. Ça permet en fait de comprendre un peu les enjeux de manière un peu systémique. Et c'est quelque chose qu'on propose aussi à différents partenaires en tant que prestataire et qui est vraiment super intéressant parce que ben voilà, il y a une notion impactante et l'intérêt, c'est que ça donne envie aussi d'agir dans tous les domaines d'activité ou d'action qu'on peut influencer en fait. Je me permettais juste de rajouter Bien ça. sûr, non, mais non mais c'est intéressant. t'as parfaitement fait, Nicolas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour.